Le film comprend beaucoup d'éléments qui nous amènent à nous demander s'ils ont réellement eu lieu ou non. Action, réaction, l'équipe est alors obligée de trouver une solution. Peu de gens donnaient cher du succès de ce film. Et qu'en serait-il si un Indien devait se débrouiller lui en métropole? 24 sur 2, troisième. Dans la ville, c'est l'histoire de Stéphane qui part en Amazonie retrouver son ex-femme avec laquelle il est toujours marié. C'est moi, Steph. Et ce, afin de divorcer pour épouser l'autre élu de son cœur. Maître Dong avait tout calculé. Lune montante, biorhythme harmonisé, 3e cycle de l'année du chien. Et si on ne se marie pas le 12, ça nous rapporte en plein dans l'année du porc. On va tout de même pas se marier l'année du porc. Mais ça peut être très mignon, les porcs. Sauf qu'à son arrivée, Stéphane découvre une surprise à laquelle il ne s'attendait clairement pas. Un fils de 13 ans dont son ex-femme a omis de lui signifier l'existence. Qu'est-ce que tu m'as dit, là? Je te montrais ton fils. Mon fils? Mais quel fils, quoi? Où? Ton fils, là-bas, près du feu. Nouveau fils qui l'emmènera avec lui à Paris le jour où il deviendra un homme. Qu'est-ce qu'il veut, le petit gitan? Il veut laver les carreaux de mes lunettes? C'est mon fils, j'expliquerai. T'as un fils? Sauf que peu avant le départ de Stéphane de l'Amazonie vers la France, a lieu une cérémonie culturelle durant laquelle Mimiciku, alias Pipicha, deviendra officiellement un homme. Pipicha, c'est une blague ou... Au fait, il s'appelle Mimiciku. Ça veut dire pipi de chat, oui, je sais. Mais ici, ce sont les enfants qui choisissent leur nom à 8 ans. Oh. Il a choisi, on peut rien faire. Stéphane se retrouve alors obligé d'emmener son fils avec lui à Paris. T'as bien promis à Mimi de l'emmener à Paris quand il serait un homme. Bah, c'est un homme. Et ramène donc un Indien dans la ville. Et cette idée vient de la tête du réalisateur du film, Hervé Palu. Alors qu'il effectue un voyage en Guyane accompagné d'Igor Aptekman, Palu visite les campements indiens et y découvre l'histoire d'un Français, André Cogna, parti vivre dans les années 60 sur ces terres. Il y construira peu à peu un village sur place nommé Antekamepata et contribuera à mettre en lumière les problèmes que connaissent les Amérindiens. Il découvrira également l'histoire de Jérôme Pasteur, une navigatrice qui a vécu pendant des années chez les Indiens. Tout ceci ne manque pas d'intriguer le réalisateur qui s'imagine ce blanc vivre et s'adapter à un environnement qui n'est pas le sien parmi les Indiens. Et qu'en serait-il si un Indien devait se débrouiller lui en métropole? Ça va, Mimi? C'est dur, pied, bien à prendre, fait mal. Ça va aller, ça va aller. Passionné par cette idée, Palu imagine le pitch. Pitcher un film, c'est expliquer son histoire concrètement en un très court laps de temps. Et partagera son idée à Igor Aptekman, avec qui il avait effectué le voyage, ainsi qu'à Thierry Lhermitte, qui est alors au sommet de sa gloire à ce moment-là. Les deux hommes sont emballés et acceptent de l'écrire avec lui, ainsi que Philippe Bruno. Mieux encore, Thierry Lhermitte devient également producteur du film, accompagné de son acolyte Louis Becker, avec qui il dirige notamment la société Ice 3. Débutent des séances d'écriture où chacun y va de sa petite blague à ajouter dans le scénario, s'ensuivent alors quelques heures de relecture où il décide si une blague est bonne et s'il la garde, On est mal, on est mal, on est mal. Fais dodo. Wakatépé, baboune. ou si finalement ils peuvent clairement s'en passer. Le film comprend beaucoup d'éléments qui nous amènent à nous demander s'ils ont réellement eu lieu ou non. On pense notamment à la fameuse scène de la Tour Eiffel où Mimiciku, alias Pipicha, décide d'escalader la Tour Eiffel pour aller observer la vue de tout en haut. Ou encore à la gentille et petite Maitika. Et effectivement, elles ont bien eu lieu. Le jeune Ludovic Brillant fut lui-même cascadeur de l'entièreté de ces scènes, à l'exception du plan large où on le voit escalader cette fameuse Tour Eiffel et où il fut bien sûr remplacé par une doublure. Mais à aucun autre moment, pas même lorsque son personnage est assis sur le bord de la Tour Eiffel, les jambes suspendues dans le vide. Car oui, l'acteur s'est réellement assis là. Et qui plus est, sans filet de protection. Et si l'équipe avait bien évidemment étudié le problème au maximum afin d'éviter un drame, si un cascadeur était également présent juste à côté de l'acteur pour sécuriser l'action au maximum, Ludovic Brillant ne disposait pourtant que d'un simple harnais pour assurer sa réelle sécurité. Enfin, un harnais c'est un bien grand mot, étant donné
le peu de matière que comportait son costume de scène, le harnais était principalement composé d'une corde autour de la taille de l'acteur, afin d'assurer sa survie pour une éventuelle chute. Mais pas d'inquiétude, avant d'être définitivement choisi pour le rôle, Ludic Brillant avait dû passer tout un tas de tests, notamment par exemple de vertige, afin de convaincre l'équipe qu'il pouvait assumer le rôle avec toutes les péripéties qu'il comprenait. La deuxième partie du tournage se passera en Amazonie, et ce afin de donner le plus de réalité possible au décor. Une réalité qui n'est pas toujours à l'avantage des équipes techniques. En effet, à peine 3 jours après le début du tournage sur place, l'équipe se réveille un matin en apprenant avec joie qu'une pluie violente s'était abattue sur le Brésil jusqu'à la frontière où il se trouvait. La pluie avait été à ce point forte qu'elle avait inondé l'entièreté des décors et de ce fait détruit l'intégralité de celui-ci. Action, réaction, l'équipe est alors obligée de trouver une solution et d'installer de nouveaux décors en vitesse sur la plage, juste à côté de l'hôtel. Et nous, on n'y a vu que du feu. On sait maintenant que ce cher Ludwig a pris sur lui pour la majorité de ses scènes. Mais qu'en est-il pour Maïtika? Est-elle l'œuvre d'effets spéciaux pointus? Eh bien non. Si Maïtika vous semble réaliste au possible, c'est parce qu'elle l'est. Enfin, parce qu'elles le sont. Maïtika n'était pas unique. Un animalier avait donc été engagé sur le tournage afin de procurer l'équipe en animaux, et celui-ci est venu avec des tiroirs remplis de migales. Ainsi, durant cette scène-ci, le comédien a fait preuve d'un sang-froid exceptionnel pour laisser la migale se promener sur lui. Bien sûr, comme toujours, les paramètres de sécurité sont étudiés et pris en compte, et chaque migale utilisée s'est vue chausser de petits morceaux de plastique sur ses petits crochets afin d'éviter un autre drame en cours de route. Je précise quand même que la migale est vraie, sauf quand elle entame une course-poursuite comme celle-ci, puisqu'il n'est pas possible d'exiger d'une vraie migale de courir aussi vite et dans le sens que l'on souhaite. Bon, par contre, le crocodile, effectivement, ce n'était pas un vrai. Le serpent, quant à lui, était vrai. Mais c'est un cauchemar ici! Peu de gens donnaient cher du succès de ce film. Il faut dire que le film possédait un petit budget de 5,3 millions d'euros et qu'il est ce qu'on appelle un petit film. Et pourtant, le réalisateur était sûr d'avoir une pépite entre les mains. Tellement sûr qu'il était certain que ce serait Disney qui lui demanderait à racheter les droits pour pouvoir faire un remake outre-Atlantique. Et ça ne manque pas. Tout le monde, absolument tout le monde, lui rit au nez. Comme si Disney allait sincèrement s'intéresser à un petit film français comme ça. Un petit film qui comptabilise un succès incroyable de près de 8 millions d'entrées, obligeant même l'équipe à assurer plusieurs fois des avant-premières afin de satisfaire un nombre impressionnant de spectateurs friands de voir le film. Un succès tel qu'un personnage de jeu vidéo fut même inventé pour Mimiciku. Un succès qui amènera Disney à proposer l'achat des droits du film pour en faire un remake. Un remake qui, lui, ne rencontrera pas le même succès que le film français. Selon le réalisateur français, les raisons sont simples. Premièrement, le scénario d'origine comportait une fin alternative. Mimiciku aurait dû finir poursuivi par la police et tout qui partait à volo. Mais le réalisateur, séduit par la complicité entre Patrick Timsit et Thierry Lhermitte, décide de changer en cours de route la fin de l'histoire et d'appuyer plutôt sur le côté sentimental plutôt que sur le côté aventure. Ce qui donnera notamment lieu à cette fameuse scène. Sophie, reviens, je te fous une rouste! Mais ta gueule! Pourquoi veux-tu qu'elle revienne? T'arrêtes pas de la frapper, c'est pour ça qu'elle s'est tirée! Les Américains, quant à eux, ont préféré rester sur le scénario de base, quitte à en rajouter quelques couches. Du côté français, on tourne le scénario de façon à ce que ce ne soit autre que Mimiciku qui soit le personnage principal. Dans la version américaine, Tim Allen, qui joue le rôle de Thierry Lhermitte, tient à ce que l'histoire tourne autour de son personnage. Un angle de vue qui, selon le réalisateur Hervé Palu, casse l'alchimie du film. Force est de constater qu'Hervé Palu aura eu raison de croire en son film, puisqu'il a non seulement eu un succès florissant, mais qui plus est, il aura marqué une génération entière. C'est sur cette jolie success story que moi je vous laisse, j'espère avoir pu vous ramener quelques années en arrière et vous avoir fait passer un bon moment de nostalgie. N'oubliez pas le vote qui arrive juste après, surtout, prenez bien soin de vous les amis. Allez, coupez. Et Mimiciku, ça veut vraiment dire Pipicha. Cette semaine, pour le vote, vous avez le choix entre The Shining ou Vol au-dessus d'un nid de coucou. Comme la semaine passée, je vous donne rendez-vous dans l'onglet communauté de ma page pour y retrouver le vote.